René Guénon, Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Chapitre 10. Taoïsme et confucianisme. Note de bas de page. Le voile d'Isis, 1932, page 485-508. Retour au texte. Les peuples anciens, pour la plupart, ne se sont guère préoccupés d'établir pour leur histoire une chronologie rigoureuse. Certains ne se servirent même, tout au moins pour les époques les plus reculées, que de nombres symboliques qu'on ne saurait, sans commettre une grave erreur, prendre pour des dates au sens ordinaire et littéral de ce mot. Les Chinois constituent à cet égard une exception assez remarquable. Ils sont peut-être le seul peuple qui ait constamment pris soin, depuis l'origine même de sa tradition, de dater ses annales au moyen d'observations astronomiques précises, comportant la description de l'état du ciel au moment où se sont produits les événements dont le souvenir a été conservé. On peut donc, en ce qui concerne la Chine et son antique histoire, être plus affirmatif qu'en beaucoup d'autres cas, et l'on sait ainsi que cette origine de la tradition, que l'on peut appeler proprement chinoise, remonte à environ 3700 ans avant l'ère chrétienne. Par une coïncidence assez curieuse, cette même époque est aussi le commencement de l'ère hébraïque, mais pour cette dernière, il serait difficile de dire à quel événement en réalité se rapporte ce point de départ. Une telle origine, pour si éloignée qu'elle puisse paraître lorsqu'on la compare à celle de la civilisation gréco-romaine et aux dates de l'Antiquité dite classique, entre guillemets, est pourtant, à vrai dire, encore assez récente. Quel était, avant cette époque, l'état de la race jaune, qui habitait alors vraisemblablement certaines régions de l'Asie centrale? Il est impossible de le préciser, en l'absence de données suffisamment explicites. Il semble que cette race ait traversé une période d'obscurcissement d'une durée indéterminée, et qu'elle ait été tirée de ce sommeil à un moment qui fut aussi marqué par des changements importants pour d'autres parties de l'humanité. Il se peut donc, et même c'est la seule chose qui soit affirmée assez nettement, que ce qui apparaît comme un commencement n'ait été véritablement que le réveil d'une tradition fort antérieure, qui dut d'ailleurs être mise alors sous une autre forme, pour s'adapter à des conditions nouvelles. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la Chine, ou de ce qui est ainsi appelé aujourd'hui, ne commence proprement qu'à Fo Hi, qui est regardé comme son premier empereur, et il faut ajouter tout de suite que ce nom de Fo Hi, auquel est attaché tout l'ensemble des connaissances qui constituent l'essence même de la tradition chinoise, sert en réalité à désigner toute une période, qui s'étend sur une durée de plusieurs siècles. Fo Hi, pour fixer les principes de la tradition, fit usage de symboles linéaires aussi simples et en même temps aussi synthétiques que possible. Le trait continu et le trait brisé, signes respectifs du yang et du yin, c'est-à-dire des deux principes actifs et passifs qui, procédant d'une sorte de polarisation de la suprême unité métaphysique, donnent naissance à toute la manifestation universelle. Des combinaisons de ces deux signes, dans toutes leurs dispositions possibles, sont formés les 8 kuwa, ou trigrammes, entre guillemets, qui sont toujours demeurés les symboles fondamentaux de la tradition extrême-orientale. Il est dit que, ouvrons les guillemets, avant de tracer les trigrammes, Fo Hi regarda le ciel, puis baissa les yeux vers la terre, en observa les particularités, considéra les caractères du corps humain et de toutes les choses extérieures. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Livre des rites de Tchéou. Retour au texte. Ce texte est particulièrement intéressant en ce qu'il contient l'expression formelle de la grande triade, le ciel et la terre, ou les deux principes complémentaires dont sont produits tous les êtres, et l'homme, qui, participant de l'un et de l'autre par sa nature, est le terme moyen de la triade, le médiateur entre le ciel et la terre. Il convient de préciser qu'il s'agit ici de l'homme véritable, entre guillemets, c'est-à-dire de celui qui, parvenu au plein développement de ses facultés supérieures, ouvrons les guillemets, peut aider le ciel et la terre dans l'entretien et la transformation des êtres et, par cela même, constituer un troisième pouvoir avec le ciel et la terre. Fermons les guillemets. Note de bas de page, Chung Yung 22. Retour au texte. Il est dit aussi que Fo Hi vit un dragon sortir du fleuve, unissant en lui les puissances du ciel et de la terre, et portant les trigrammes inscrits sur son dos, et ce n'est là qu'une autre façon d'exprimer symboliquement la même chose.
Toute la tradition fut donc d'abord contenue essentiellement et comme en germe dans les trigrammes, symboles merveilleusement aptes à servir de support à des possibilités indéfinies. Il ne restait qu'à en tirer tous les développements nécessaires, soit dans le domaine de la pure connaissance métaphysique, soit dans celui de ses applications diverses à l'ordre cosmique et à l'ordre humain. Pour cela, Fo-hi écrivit 3 livres, dont le dernier, appelé Yi King, ou Livre des mutations, entre guillemets, est seul parvenu jusqu'à nous, et le texte de ce livre est encore tellement synthétique qu'il peut être entendu en des sens multiples, d'ailleurs parfaitement concordants entre eux, selon qu'on s'en tient strictement aux principes ou qu'on veut les appliquer à tel ou tel ordre déterminé. Ainsi, outre le sens métaphysique, il y a une multitude d'applications contingentes d'inégale importance qui constituent autant de sciences traditionnelles, applications logiques, mathématiques, astronomiques, physiologiques, sociales et ainsi de suite. Il y a même une application divinatoire, qui est d'ailleurs regardée comme une des plus inférieures de toutes, et dont la pratique est abandonnée aux jongleurs errants. Du reste, c'est là un caractère commun à toutes les doctrines traditionnelles que de contenir en elles-mêmes, dès l'origine, les possibilités de tous les développements concevables, y compris ceux d'une indéfinie variété de sciences dont l'Occident moderne n'a pas la moindre idée, et de toutes les adaptations qui pourront être requises par les circonstances ultérieures. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les enseignements renfermés dans le Yi King, et que Fo-hi lui-même déclarait avoir tiré d'un passé très ancien et très difficile à déterminer, soient devenus à leur tour la base commune des 2 doctrines dans lesquelles la tradition chinoise s'est continuée jusqu'à nos jours, et qui pourtant, en raison des domaines totalement différents auxquels elles se rapportent, peuvent sembler à première vue n'avoir aucun point de contact: le taoïsme et le confucianisme. Quelles sont les circonstances qui, au bout d'environ 3000 ans, rendirent nécessaire une réadaptation de la doctrine traditionnelle, c'est-à-dire un changement portant non sur le fond, qui demeure toujours rigoureusement identique à lui-même, mais sur les formes dans lesquelles cette doctrine est en quelque sorte incorporée? C'est là encore un point qu'il serait sans doute difficile d'élucider complètement, car ces choses, en Chine, aussi bien qu'ailleurs, sont de celles qui ne laissent guère de traces dans l'histoire écrite, où les effets extérieurs sont beaucoup plus apparents que les causes profondes. En tout cas, ce qui paraît certain, c'est que la doctrine, telle qu'elle avait été formulée à l'époque de Fo-hi, avait cessé d'être comprise généralement dans ce qu'elle a de plus essentiel, et sans doute aussi les applications qui en avaient été tirées autrefois, notamment au point de vue social, ne correspondaient-elles plus aux conditions d'existence de la race, qui avaient dû se modifier très sensiblement dans l'intervalle. On était alors au VIe siècle, avant l'ère chrétienne, et il est à remarquer qu'en ce siècle se produisirent des changements considérables chez presque tous les peuples, de sorte que ce qui se passa alors en Chine semble devoir être rattaché à une cause, peut-être difficile à définir, dont l'action affecta toute l'humanité terrestre. Ce qui est singulier, c'est que ce VIe siècle peut être considéré d'une façon très générale comme le début de la période proprement historique. Quand on veut remonter plus loin, il est impossible d'établir une chronologie même approximative, sauf dans quelques cas exceptionnels, comme l'est précisément celui de la Chine. À partir de cette époque, au contraire, les dates des événements sont partout connues avec une assez grande exactitude. Assurément, il y a là un fait qui mériterait quelques réflexions. Les changements qui eurent lieu alors présentèrent d'ailleurs des caractères différents suivant les pays. Dans l'Inde, par exemple, on vit naître le bouddhisme, c'est-à-dire une révolte contre l'esprit traditionnel, allant jusqu'à la négation de toute autorité, jusqu'à une véritable anarchie dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre social. En Chine, par contre, c'est strictement dans la ligne de la tradition que se constituèrent simultanément les 2 formes doctrinales nouvelles auxquelles on donne les noms de taoïsme et de confucianisme. Les fondateurs de ces 2 doctrines, Lao Tse et Kong Tse, que les Occidentaux ont appelés Confucius, furent donc contemporains, et l'histoire nous apprend qu'ils se rencontrèrent un jour. As-tu découvert le Tao entre guillemets, demanda Lao Tse. Je l'ai cherché 27 ans, répondit Kong Tse, et je ne l'ai pas encore trouvé. Entre guillemets. Là-dessus, Lao Tse se borna à donner à son interlocuteur ces quelques conseils. Le sage aime l'obscurité. Il ne se livre pas à tout venant. Il étudie le temps et les circonstances.
Si le moment est propice, il parle, sinon il se tait. Celui qui est possesseur d'un trésor ne le montre pas à tout le monde. Ainsi, celui qui est véritablement sage ne dévoile pas la sagesse à tout le monde. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Fais-en ton profit. Kong Tse, revenant de cette entrevue, disait « J'ai vu Lao Tse. Il ressemble au dragon. Quant au dragon, j'ignore comment il peut être porté par les vents et les nuages et s'élever jusqu'au ciel. » Cette anecdote, rapportée par l'historien Se Matsien, définit parfaitement les positions respectives des deux doctrines. Nous devrions plutôt dire des deux branches de doctrine en lesquelles allait désormais se trouver divisée la tradition extrême orientale. L'une comportant essentiellement la métaphysique pure, à laquelle s'adjoignent toutes les sciences traditionnelles ayant une portée proprement spéculative, ou pour mieux dire cognitive, entre guillemets, l'autre confinée dans le domaine pratique et se tenant exclusivement sur le terrain des applications sociales. Kong Tse avouait lui-même qu'il n'était point né à la connaissance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'avait pas atteint la connaissance par excellence, qui est celle de l'ordre métaphysique et supra-rationnel. Il connaissait les symboles traditionnels, mais il n'avait pas pénétré leur sens le plus profond. C'est pourquoi son œuvre devait être nécessairement bornée à un domaine spécial et contingent, qui seul était de sa compétence, mais du moins se gardait-il bien de nier ce qui le dépassait. En cela, ses disciples plus ou moins éloignés ne l'imitèrent pas toujours, et certains, par un travers qui est fort répandu chez les spécialistes entre guillemets de tout genre, firent preuve parfois d'un étroit exclusivisme, qui leur attira de la part des grands commentateurs taoïstes du IVe siècle avant l'ère chrétienne, Li Tse et surtout Chuang Tse, quelques ripostes d'une cinglante ironie. Les discussions et les querelles qui se produisirent ainsi à certaines époques ne doivent pourtant pas faire regarder le taoïsme et le confucianisme comme deux écoles rivales, et qu'ils ne furent jamais, et ce qu'ils ne peuvent pas être, puisque chacun a son domaine propre et nettement distinct. Il n'y a donc, dans leur coexistence, rien que de parfaitement normal et régulier, et sous certains rapports, leur distinction correspond assez exactement à ce qu'est, dans d'autres civilisations, celle de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. Nous avons déjà dit d'ailleurs que les deux doctrines ont une racine commune, qui est la tradition antérieure. Kong Tse, pas plus que Lao Tse, n'a jamais eu l'intention d'exposer des conceptions qui n'auraient été que les siennes propres, et qui, par là même, se seraient trouvées dépourvues de toute autorité, et de toute portée réelle. Ouverture des guillemets. Je suis, disait Kong Tse, un homme qui a aimé les anciens, et qui a fait tous ses efforts pour acquérir leur connaissance. Fermeture des guillemets. Note de bas de page, Liu Niu, 7. Retour au texte. Et cette attitude, qui est à l'opposé de l'individualisme des Occidentaux modernes et de leur prétention à l'originalité entre guillemets à tout prix, est la seule qui soit compatible avec la constitution d'une civilisation traditionnelle. Le mot de réadaptation entre guillemets que nous employions précédemment est donc bien celui qui convient ici, et les institutions sociales qui en résultèrent sont douées d'une remarquable stabilité, puisqu'elles ont duré depuis 25 siècles et ont survécu à toutes les périodes de troubles que la Chine a traversées jusqu'ici. Nous ne voulons pas nous étendre sur ces institutions, qui du reste sont assez connues dans leurs grandes lignes, nous rappellerons seulement que leur trait essentiel est de prendre pour base la famille et de s'étendre de là à la race, qui est l'ensemble des familles rattachées à une même souche originelle. Un des caractères propres de la civilisation chinoise est en effet de se fonder sur l'idée de la race et de la solidarité qui unit ses membres entre eux, tandis que les autres civilisations, qui comprennent généralement des hommes appartenant à des races diverses ou mal définies, reposent sur des principes d'unité tout différents de celui-là. D'ordinaire, en Occident, quand on parle de la Chine et de ses doctrines, on pense à peu près exclusivement au confucianisme, ce qui, du reste, ne veut pas dire qu'on l'interprète toujours correctement. On prétend parfois en faire une sorte de positivisme, entre guillemets, oriental, alors qu'il est tout autre chose en réalité. D'abord en raison de son caractère traditionnel, et aussi parce qu'il est, comme nous l'avons dit, une application de principes supérieurs, tandis que le positivisme implique au contraire la négation de tels principes. Quant au taoïsme, il est généralement passé sous silence, et beaucoup paraissent ignorer jusqu'à son existence, ou tout au moins croire qu'il a disparu depuis longtemps et qu'il ne présente plus qu'un intérêt simplement historique ou archéologique. Nous verrons par la suite les raisons de cette méprise. Lao Tse n'écrivit qu'un seul traité, d'ailleurs extrêmement concis, le Tao Te Ching, ou livre de la voie et de la rectitude, entre guillemets. Tous les autres textes taoïstes sont,
ou des commentaires de ce livre fondamental ou des rédactions plus ou moins tardives de certains enseignements complémentaires qui, tout d'abord, avaient été purement oraux. Le Tao, qu'on traduit littéralement par voix, entre guillemets, et qui a donné son nom à la doctrine elle-même, est le principe suprême, envisagé au point de vue strictement métaphysique. Il est à la fois l'origine et la fin de tous les êtres, ainsi que l'indique très clairement le caractère idéographique qui le représente, le T, que nous préférons rendre par rectitude, entre guillemets, plutôt que par vertu, entre guillemets, comme on le fait quelquefois, et cela afin de ne pas paraître lui donner une acception morale, entre guillemets, qui n'est aucunement dans l'esprit du taoïsme. Le T, disons-nous, est ce qu'on pourrait appeler une spécification, entre guillemets, du Tao, par rapport à un être déterminé, tel que l'être humain, par exemple. C'est la direction que cet être doit suivre pour que son existence, dans l'état où il se trouve présentement, soit selon la voie, ou en d'autres termes, en conformité avec le principe. Lao Tse se place donc tout d'abord dans l'ordre universel, et il descend ensuite à une application. Mais cette application, bien que visant proprement le cas de l'homme, n'est nullement faite à un point de vue social ou moral. Ce qui y est envisagé, c'est toujours et exclusivement le rattachement au principe suprême, et ainsi, en réalité, nous ne sortons pas du domaine métaphysique. Aussi, n'est-ce point à l'action extérieure que le taoïsme accorde de l'importance. Il le tient en somme pour indifférente en elle-même, et il enseigne expressément la doctrine du non-agir, entre guillemets, dont les Occidentaux ont en général quelque peine à comprendre la véritable signification, bien qu'ils puissent y être aidés par la théorie aristotélicienne du moteur immobile, entre guillemets, dont le sens est le même au fond, mais dont il ne semble pas s'être jamais appliqué à développer les conséquences. Le non-agir, entre guillemets, n'est point l'inertie, il est au contraire la plénitude de l'activité, mais c'est une activité transcendante et toute intérieure, non manifestée, en union avec le principe, donc au-delà de toutes les distinctions et de toutes les apparences que le vulgaire prend à tort pour la réalité elle-même, pour la réalité même, alors qu'elles n'en sont qu'un reflet plus ou moins lointain. Il est d'ailleurs à remarquer que le confucianisme lui-même, dont le point de vue est cependant celui de l'action, n'en parle pas moins de l'invariable milieu, entre guillemets, c'est-à-dire de l'état d'équilibre parfait, soustrait aux incessantes vicissitudes du monde extérieur. Mais pour lui, ce ne peut être là que l'expression d'un idéal purement théorique. Il ne peut saisir tout au plus, dans ce domaine contingent, qu'une simple image du véritable non-agir, tandis que, pour le taoïsme, il est question de toute autre chose, d'une réalisation pleinement effective de cet état transcendant. Placé au centre de la roue cosmique, le sage parfait la meut invisiblement, par sa seule présence, sans participer à son mouvement, et sans avoir à se préoccuper d'exercer une action quelconque. Son détachement absolu le rend maître de toute chose, parce qu'il ne peut plus être affecté par rien. Il a atteint l'impassibilité parfaite, la vie et la mort lui étant également indifférentes. L'effondrement de l'univers ne lui causerait aucune émotion. À force de scruter, il est arrivé à la vérité immuable, la connaissance du principe universel unique. Il laisse évoluer les êtres selon leur destinée et se tient, lui, au centre immobile de toutes les destinées. Le signe extérieur de cet état intérieur, c'est l'imperturbabilité, non pas celle du brave qui fonce seul, pour l'amour de la gloire, sur une armée rangée en bataille, mais celle de l'esprit qui, supérieur au ciel, à la terre, à tous les êtres, habite dans un corps auquel il ne tient pas, ne fait aucun cas des images que ses sens lui fournissent, connaît tout par connaissance globale dans son unité immobile. Cet esprit-là, absolument indépendant, est maître des hommes. S'il lui plaisait de les convoquer en masse au jour fixé, tous accourraient, mais il ne veut pas se faire servir. Note de bas de page. Extrait de Chuang Tzu 5. Ouvrons les guillemets. Si un vrai sage avait dû, bien malgré lui, se charger du soin de l'empire, se tenant dans le non-agir, il emploierait les loisirs de sa non-intervention à donner libre cours à ses propensions naturelles. L'empire se trouverait bien d'avoir été remis aux mains de cet homme, sans mettre en jeu ses organes, sans user de ses sens corporels, assis, immobile, il verrait tout de son œil transcendant. Absorbé dans la contemplation, il ébranlerait tout comme fait le tonnerre. Le ciel physique s'adapterait docilement au mouvement de son esprit.
tous les êtres suivraient l'impulsion de sa non-intervention, comme la poussière suit le vent. Pourquoi cet homme s'appliquerait-il à manipuler l'Empire, alors que le laisser-aller suffit? Fermons les guillemets. Extrait de Chuang Tzu 11. Nous avons insisté spécialement sur cette doctrine du non-agir, entre guillemets, outre qu'elle est effectivement un des aspects les plus importants et les plus caractéristiques du taoïsme. Il y a à cela des raisons plus spéciales que la suite fera mieux comprendre. Mais une question se pose. Comment peut-on parvenir à l'état qui est décrit comme celui du sage parfait? Ici, comme dans toutes les doctrines analogues, qui se trouvent en d'autres civilisations, la réponse est très nette. On y parvient exclusivement par la connaissance, mais cette connaissance, c'est la même que Kong Tse avouait n'avoir point obtenue, est d'un tout autre ordre que la connaissance ordinaire ou profane, entre guillemets. Elle n'a aucun rapport avec le savoir extérieur des lettrés, entre guillemets, ni, à plus forte raison, avec la science telle que la comprennent les modernes occidentaux. Il ne s'agit pas là d'une incompatibilité, encore que la science ordinaire, par les bornes qu'elle pose et par les habitudes mentales qu'elle fait prendre, puisse être souvent un obstacle à l'acquisition de la véritable connaissance. Mais quiconque possède celle-ci doit forcément tenir pour négligeables les spéculations relatives et contingentes où se complaisent la plupart des hommes, les analyses et les recherches de détails dans lesquelles ils s'embarrassent et les multiples divergences d'opinion qui en sont l'inévitable conséquence. Ouvrons les guillemets. Les philosophes se perdent dans leurs spéculations, les sophistes dans leurs distinctions, les chercheurs dans leurs investigations. Tous ces hommes sont captifs dans les limites de l'espace, aveuglés par les êtres particuliers. Note de bas de page. Chuang Tzu, 24. Retour au texte. Le sage, au contraire, a dépassé toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur. Au point central où il se tient, toute opposition a disparu et s'est résolue dans un parfait équilibre. Ouvrons les guillemets. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres et de leur contact causé par la giration universelle. Elles cesseraient si la diversité et le mouvement cessaient. Elles cessent d'emblée d'affecter l'être qui a réduit son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Cet être n'entre plus en conflit avec aucun être, parce qu'il est établi dans l'infini, effacé dans l'indéfini. Il est parvenu et se tient au point de départ des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflit. Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement de toutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant entière, son esprit vital étant intact, aucun être ne saurait l'entamer. Note de bas de page, Chuang Tzu, fermons les guillemets. Retour au texte. C'est pour cela, et non par une sorte de scepticisme qu'exclut évidemment le degré de connaissance où il est parvenu, que le sage se tient entièrement en dehors de toutes les discussions qui agitent le commun des hommes. Pour lui, en effet, toutes les opinions contraires sont pareillement sans valeur, parce que du fait même de leur opposition, elles sont toutes également relatives. Ouvrons les guillemets. Son point de vue à lui, c'est un point d'où ceci et cela, oui et non, paraissent encore non distingués. Ce point est le pivot de la norme, c'est le centre immobile d'une circonférence, sur le contour de laquelle roulent toutes les contingences, les distinctions et les individualités, d'où l'on ne voit qu'un infini qui n'est ni ceci, ni cela, ni oui, ni non. Tout voir dans l'unité primordiale non encore différenciée, ou d'une distance telle que tout se fond en un voilà la vraie intelligence. Ne nous occupons pas de distinguer, mais voyons tout dans l'unité de la norme. Ne discutons pas pour l'emporter, mais employons, avec autrui, le procédé de l'éleveur de singes. Cet homme dit au singe qu'il élevait, « Je vous donnerai 3 tarots le matin et 4 le soir. » Les singes furent tous mécontents. Alors, dit-il, « Je vous donnerai 4 tarots le matin et 3 le soir. » Les singes furent tous contents. Avec l'avantage de les avoir contentés, cet homme ne leur donna en définitive, par jour, que les 7 tarots qu'il leur avait primitivement destinés. Ainsi fait le sage. Il dit oui ou non, pour le bien de la paix, et reste tranquille au centre de la roue universelle, indifférent au sens de lequel elle tourne. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Chuang Tzu, 2. Retour au texte. Il est à peine besoin de dire que l'état du sage parfait, avec tout ce qu'il implique et sur quoi nous ne pouvons insister ici, ne peut être atteint d'un seul coup,
et que même des degrés inférieurs à celui-là, et qui sont comme autant de stades préliminaires, ne sont accessibles qu'au prix d'efforts dont bien peu d'hommes sont capables. Les méthodes employées à cet effet par le taoïsme sont d'ailleurs particulièrement difficiles à suivre, et l'aide qu'elles fournissent est beaucoup plus réduite que celle qu'on peut trouver dans l'enseignement traditionnel d'autres civilisations, de l'Inde par exemple. En tout cas, elles sont à peu près impraticables pour des hommes appartenant à des races autres que celles à laquelle elles sont plus particulièrement adaptées. Du reste, même en Chine, le taoïsme n'a jamais eu une très large diffusion, et il n'y a jamais visé, s'étant toujours abstenu de toute propagande. Cette réserve lui est imposée par sa nature même. C'est une doctrine très fermée et essentiellement initiatique, entre guillemets, qui, comme telle, n'est destinée qu'à une élite, et qui ne saurait être proposée à tous indistinctement, car tous ne sont pas aptes à la comprendre, ni surtout à la réaliser, entre guillemets. On dit que Lao Tzu ne confia son enseignement qu'à 2 disciples, qui eux-mêmes en formèrent 10 autres. Après avoir écrit le Tao Te Ching, il disparut vers l'ouest. Sans doute se réfugia-t-il dans quelque retraite presque inaccessible du Tibet ou de l'Himalaya, et, dit l'historien Sema-Tsien, on ne sait ni où ni comment il finit ses jours. La doctrine qui est commune à tous, celle que tous, dans la mesure de leurs moyens, doivent étudier et mettre en pratique, c'est le confucianisme, qui, embrassant tout ce qui concerne les relations sociales, est pleinement suffisant pour les besoins de la vie ordinaire. Pourtant, puisque le taoïsme représente la connaissance principielle dont dérive tout le reste, le confucianisme, en réalité, n'en est en quelque sorte qu'une application dans un ordre contingent. Il lui est subordonné en droit par sa nature même, mais c'est là une chose dont la masse n'a pas à se préoccuper, qu'elle peut même ne pas soupçonner, puisque seule l'application pratique rentre dans son horizon intellectuel. Et dans la masse dont nous parlons, il faut assurément comprendre la grande majorité des lettrés, entre guillemets, confucianistes eux-mêmes. Cette séparation de fait entre le taoïsme et le confucianisme, entre la doctrine intérieure et la doctrine extérieure, constitue, toute question de forme étant mise à part, une des plus notables différences qui existent entre la civilisation de la Chine et celle de l'Inde. Dans cette dernière, il n'y a qu'un corps de doctrine unique, le brahmanisme, comportant à la fois le principe et toutes ses applications, et des degrés les plus inférieurs aux plus élevés. Il n'y a, pour ainsi dire, aucune solution de continuité. Cette différence tient pour une grande part à celle des conditions mentales des deux peuples. Cependant, il est très probable que la continuité qui s'est maintenue dans l'Inde, et sans doute dans l'Inde seule, a existé aussi autrefois en Chine, depuis l'époque de Fo-hi jusqu'à celle de Lao Tse et de Kong-tse. On voit maintenant pourquoi le taoïsme est si peu connu des Occidentaux. Il n'apparaît pas au dehors comme le confucianisme, dont l'action se manifeste visiblement dans toutes les circonstances de la vie sociale. Il est l'apanage exclusif d'une élite, peut-être plus restreinte en nombre aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, et qui ne cherche aucunement à communiquer à l'extérieur la doctrine dont elle est la gardienne. Enfin, son point de vue même, son mode d'expression et ses méthodes d'enseignement sont tout ce qu'il y a de plus étranger à l'esprit occidental moderne. Certains, tout en connaissant l'existence du taoïsme et en se rendant compte que cette tradition est toujours vivante, s'imaginent cependant que, en raison de son caractère fermé, son influence sur l'ensemble de la civilisation chinoise est pratiquement négligeable, sinon tout à fait nulle. C'est là encore une grave erreur, et il nous reste maintenant à expliquer, dans la mesure où il est possible de le faire ici, ce qu'il en est réellement à cet égard. Si l'on veut bien se reporter aux quelques textes que nous avons cités plus haut à propos du non-agir entre guillemets, on pourra comprendre sans trop de difficulté, tout au moins en principe, sinon dans les modalités d'application, ce que doit être le rôle du taoïsme, rôle de direction invisible, dominant les événements au lieu d'y prendre une part directe, et qui, pour ne pas être clairement apparent dans les mouvements extérieurs, n'en est que plus profondément efficace. Le taoïsme remplit, comme nous l'avons dit, la fonction du moteur immobile, entre guillemets. Il ne cherche point à se mêler à l'action, il s'en désintéresse même entièrement, en tant qu'il ne voit dans l'action qu'une simple modification momentanée et transitoire, un élément infime du courant des formes, entre guillemets, un point de la circonférence de la roue cosmique, entre guillemets, mais, d'autre part, il est comme le pivot autour duquel tourne cette roue, la norme sur laquelle se règle son mouvement, précisément parce qu'il ne participe pas à ce mouvement, et sans même qu'il ait à y intervenir expressément, tout ce qui est entraîné dans les révolutions de la roue change et passe. Seul demeure ce qui, étant uni au principe, se tient invariablement au centre, immuable,
comme le principe même, et le centre, que rien ne peut affecter dans son unité indifférenciée, est le point de départ de la multitude indéfinie, des modifications qui constituent la manifestation universelle. Il faut ajouter tout de suite que ce que nous venons de dire concernant essentiellement l'état et la fonction du sage parfait, puisque c'est celui-ci seul qui a effectivement atteint le centre, ne s'applique rigoureusement qu'au degré suprême de la hiérarchie taoïste. Les autres degrés sont comme des intermédiaires entre le centre et le monde extérieur, et comme les rayons de la roue partent de son moyeu et le relient à la circonférence, ils assurent sans aucune discontinuité la transmission de l'influence émanée du point de vue invariable où réside l'activité non agissante entre guillemets. Le terme d'influence et non d'action est bien celui qui convient ici. On pourrait aussi, si l'on veut, dire qu'il s'agit d'une action de présence, et même les degrés inférieurs, bien qu'étant fort éloignés de la plénitude du non-agir entre guillemets, en participent cependant encore d'une certaine manière. D'ailleurs, les modes de communication de cette influence échappent nécessairement à ceux qui ne voient que le dehors des choses. Ils seraient tout aussi peu intelligibles à l'esprit occidental, et pour les mêmes raisons que les méthodes qui permettent l'accession aux divers degrés de la hiérarchie. Aussi serait-il parfaitement inutile d'insister sur ce qu'on appelle les temples sans porte, entre guillemets, les collèges où l'on n'enseigne pas, entre guillemets, ou sur ce que peut être la constitution d'organisations qui n'ont aucun des caractères d'une société, entre guillemets, au sens européen de ce mot, qui n'ont pas de forme extérieure définie, qui parfois n'ont pas même de nom, et qui cependant créent entre leurs membres le lien le plus effectif et le plus indissoluble qui puisse exister. Tout cela ne saurait rien représenter à l'imagination occidentale, ce qui lui est familier ne fournissant ici aucun terme valable de comparaison. Au niveau le plus extérieur, il existe sans doute des organisations qui, étant engagées dans le domaine de l'action, semblent plus facilement saisissables, quoiqu'elles soient encore bien autrement secrètes que toutes les associations occidentales qui ont quelque prétention plus ou moins justifiée à posséder ce caractère. Ces organisations n'ont en général qu'une existence temporaire, constituée en vue d'un but spécial. Elles disparaissent sans laisser de traces dès que leur mission est accomplie. Ce ne sont que de simples émanations d'autres organisations plus profondes et plus permanentes, dont elles reçoivent leur direction réelle, alors même que leurs chefs apparents sont entièrement étrangers à la hiérarchie taoïste. Certaines d'entre elles, qui ont joué un rôle considérable dans un passé plus ou moins éloigné, ont laissé dans l'esprit du peuple des souvenirs qui s'expriment sous une forme légendaire. Ainsi, nous avons entendu raconter qu'autrefois les maîtres de telle association secrète prenaient une poignée d'épingles et la jetaient à terre, et que de ces épingles naissaient autant de soldats tout armés. C'est exactement l'histoire de Cadmus, semant les dents du dragon, et ces légendes, que le vulgaire a seulement le tort de prendre à la lettre, ont, sous leur apparence naïve, une très réelle valeur symbolique. Il peut d'ailleurs arriver, dans bien des cas, que les associations dont il s'agit, ou tout au moins les plus extérieures, soient en opposition et même en lutte les unes avec les autres. Des observateurs superficiels ne manqueraient pas de tirer de ce fait une objection contre ce que nous venons de dire, et d'en conclure que dans de telles conditions, l'unité de direction ne peut pas exister. Cela n'oublierait qu'une chose, c'est que la direction en question est au-delà de l'opposition qu'ils constatent et non point dans le domaine où s'affirme cette opposition, et pour lequel seule elle est valable. Si nous avions à répondre à de tels contradicteurs, nous nous bornerions à leur rappeler l'enseignement taoïste sur l'équivalence du oui entre guillemets et du non entre guillemets dans l'indistinction primordiale. Et, quant à la mise en pratique de cet enseignement, nous les renverrions tout simplement à l'apologue de l'éleveur de singes. Nous pensons en avoir dit assez pour faire concevoir que l'influence réelle du taoïsme puisse être extrêmement importante, tout en demeurant toujours invisible et cachée. Ce n'est pas seulement en Chine qu'il existe des choses de ce genre, mais elle semble y être d'une application plus constante que partout ailleurs. On comprendra aussi que ceux qui ont quelque connaissance du rôle de cette organisation traditionnelle doivent se défier des apparences et se montrer fort réservés dans l'appréciation d'événements tels que ceux qui se déroulent actuellement en Extrême-Orient et qu'on juge trop souvent par assimilation avec ce qui se passe dans le monde occidental, ce qui les fait apparaître sous un jour complètement faux. La civilisation chinoise a traversé bien d'autres crises dans le passé, et elle a toujours retrouvé finalement son équilibre. En somme, rien n'indique jusqu'ici que la crise actuelle soit beaucoup plus grave que les précédentes, et, même en admettant qu'elle le soit, ce ne serait pas encore une raison pour supposer qu'elle doit forcément atteindre ce qu'il y a de plus profond et de plus essentiel dans la tradition de la race,
et qu'un tout petit nombre d'hommes peut d'ailleurs suffire à conserver intact dans les périodes de trouble, car les choses de cet ordre ne s'appuient point sur la force brutale de la multitude. Le confucianisme, qui ne représente que le côté extérieur de la tradition, peut même disparaître si les conditions sociales viennent à changer au point d'exiger la constitution d'une forme entièrement nouvelle. Mais le taoïsme est au-delà de ces contingences. Qu'on n'oublie pas que le sage, suivant les enseignements taoïstes que nous avons rapportés, reste tranquille au centre de la roue cosmique, entre guillemets. Quelles que puissent être les circonstances, et que même l'effondrement de l'univers ne lui causerait aucune émotion, entre guillemets.